Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cyclisme Performance Academy. Vous êtes dans un épisode un peu spécial aujourd'hui. Je discute avec Rémi sur sa vision de la planification de l'entraînement et de l'entraînement en règle générale. Je vous laisse avec notre échange et bonne écoute. La planification en règle générale, toi, c'est ce que tu t'apprécies le plus. Et quand tu prends une planification de base, c'est quoi la première chose à faire pour toi quand tu veux planifier ta saison? La première chose à faire pour moi, c'est de placer les contraintes. Tu prends ta planification annuelle et là, tu places toutes les contraintes, ton emploi du temps. Par exemple, si tu bosses 35 heures, tu vas placer ton 35 heures. Si tu es à l'école, tu vas placer tes journées de repos, on va dire, ou en tout cas, tu peux aller rouler, les journées où tu peux pas aller rouler. Aussi, tu vas placer les contraintes un peu plus globales, un peu plus exceptionnelles, disons, comme même par exemple, tu fais une semaine au ski, bah, tu vas placer ta semaine au ski. J'ai tendance à dire même le jour du Nouvel An, la période des fêtes, toutes ces choses-là, les vacances en famille, bah, tu vas les placer d'abord sur le programme parce que ce sont des contraintes incompressibles et de toute façon, tu vas devoir faire avec. Donc en fait, je place ça en premier et puis après, je place d'autres choses comme le calendrier de compétition, parce que là aussi, pareil, ça peut être aussi des contraintes incompressibles. Et puis seulement après, je vais sur la planification avec généralement d'abord le repos ou les périodes de repos, en tout cas les grandes périodes de repos plutôt, et seulement après la dynamique des charges. Ok, tes dynamiques de charge arrivent en dernier lieu. D'abord, tu mets là où tu ne peux pas rouler. Ouais, Ensuite, tu mets tes courses, tes objectifs au final. ouais, c'est ça, les objectifs, bien sûr, hein, l'objectif en premier avant les autres courses, hein, ouais. Ouais. Et après, tu mets tes périodes de repos et ensuite tu mets ta charge. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors pour les périodes de repos, c'est vraiment les grandes périodes de repos. Ouais. Les petites périodes de repos, déjà, elles sont pas toujours planifiées, mais je vais pas forcément les mettre, mais je mets par exemple la période après les objectifs où à un moment donné, je me dis, tiens, là, ça sera important de récupérer parce qu'on a un trou au niveau des courses, par exemple. Bah ça, je les mets parce que sinon, on va avoir tendance à oublier de récupérer. À un moment donné, dans une saison, on est quand même obligé de récupérer, même si voilà, on a une tendance maintenant à avoir un entraînement un peu plus linéaire, j'ai envie de dire, qu'avant. Enfin, c'est pas le cas pour tous les entraîneurs, mais c'est une tendance qu'on peut retrouver actuellement. Et donc, pour revenir à la dynamique des charges, effectivement, ça vient quasiment en dernier, parce qu'après, en dernier, ça va être la thématique des cycles, et en tout dernier, ça va être le détail des séances. Donc, tu vois, on met la dynamique des charges. Mm. Et ensuite, seulement, une fois que j'ai posé ma dynamique des charges, là, je vais mettre la thématique des cycles. Parce que je vais d'abord voir où est-ce qu'on peut travailler, pendant combien de temps. Et suivant ça, après, je vais dire, bah là, c'est plutôt de l'endurance, c'est plutôt du tempo, du seuil 1, de la PMA, etc., etc. Ok. Et du coup, tu as une vision, toi, sur, euh, sur les grandes thématiques, jusqu'à combien de temps à l'avance? Tu vois, Alors, juste jusqu'à tes blocs combien de temps? PMA, tempo, tout ça. Ouais. Bah, en général, ce qui se passe, alors ça dépend avec qui on travaille. Si par exemple on travaille avec quelqu'un qui prépare l'étape du tour, ça va être assez différent que quelqu'un qui va se lancer dans une saison de route classique qui va commencer en février ou en mars et qui va terminer en septembre ou en octobre. En général, par exemple, avec quelqu'un qui a un objectif clair comme l'étape du tour, bah, je vais essayer d'avoir une dynamique, enfin une dynamique, des thématiques de charge jusqu'à l'étape du tour. Donc ça peut être très long. Donc là, ça peut être plusieurs mois à l'avance. Et généralement, pour quelqu'un qui va préparer une saison, on va dire que je vais planifier l'avant-saison. Et après, une fois qu'on rentre dans la saison, ça va être complètement différent. Mettre des cycles, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en général, à partir du moment de la reprise, jusqu'à la reprise des courses, là, les grandes thématiques vont être planifiées avec toujours, enfin, en se gardant toujours la possibilité d'adapter. Voilà, moi, je suis pas hyper rigide dans ma planification. Donc à un moment donné, si on veut partir sur autre chose, on partira sur autre chose. Mais j'ai quand même envie qu'il y ait une planification jusqu'à ce moment-là. Ok. Une première Et planification, en tout cas. ouais, une première. Et celle-ci, elle est susceptible évidemment de bouger en fonction de plusieurs choses, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Si on prend juste les séances, l'athlète, il a des séances jusqu'à combien de temps de visuel? Ah, alors, en général, bon, ça c'est plus, je pense, idéalement, faudrait que j'aille un peu plus loin, mais de manière pratique, comme moi je me pose tous les lundis sur ma planification, je mets des séances, le détail des séances en tout cas se fait sur la semaine. Après, par contre, ils peuvent avoir un visuel de séance sur 2, 3 semaines, ça dépend. Ça dépend du cycle, ça dépend de pas mal de choses.
où on va juste avoir les grands titres. Ils vont savoir que la semaine d'après, ils vont faire de la PMA le mercredi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Hmm. Mais par contre, le détail des séances, c'est sur la semaine, pour moi. Et après, une fois qu'on passe en période compétitive, j'ai tendance ça dépend, hein, bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, mais je peux planifier des fois seulement sur la semaine au niveau des séances. En tout cas, le coureur va voir ça. Moi, je vais avoir un visuel sur plus longtemps. Le coureur va avoir un visuel seulement sur cette période. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je pense que ça peut être intéressant que le coureur voit plus loin. Après, moi, c'est comme ça que je fais, bah, surtout d'un point de vue pratique. Ouais, ouais, parce que sinon, ouais. Mais du coup, d'un point de vue organisation, pour lui aussi, ça pourrait l'aider à caler ses séances, quoi. Ouais, complètement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, surtout en saison, mais même en dehors de la saison, on arrive. Enfin, moi, l'objectif, c'est qu'il y ait une certaine rythmicité dans les semaines. Donc, en fait, le coureur, à part s'il a un emploi du temps qui bouge, il va quand même avoir des structures de semaine assez similaires. Donc, la réalité, c'est qu'il sait ce qu'il va faire globalement dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, parce que il va y avoir toujours cette rythmicité. Enfin, moi, je suis assez attaché à ça. Et aussi, moi, je me laisse beaucoup d'options. Là aussi, je pense que c'est bien, mais peut-être c'est un peu trop parfois. Mais pour réadapter les séances en fonction de la météo, de la fatigue. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toujours, par exemple, cette année, la météo est plutôt exécrable, en tout cas dans l'Est. En Je sais pas partout, pour hein. toi, ouais, je crois que c'est partout pareil. Et donc, oui, bah, enfin, je dis dans l'Est, mais j'entraîne des coureurs qui sont dans l'Ouest aussi. Et, et c'est donc difficile de se projeter vraiment à plus long terme. Donc ils savent en gros dans quoi ils s'embarquent. Ils savent si dans X semaines, ils ont une semaine de repos ou de récupération. Ils savent quelles thématiques ils vont développer sur les prochaines semaines. Mais par contre, le détail de la semaine, ouais, je me le garde un peu. Voilà, en tout cas, je me permets de le modifier bah, toutes les semaines et puis parfois même au milieu de la semaine sans aucun souci. Ouais. Mais t'as pas peur que les athlètes, du coup, parlais de la rythmicité, t'as pas peur qu'ils tombent dans une certaine routine et que ça devienne un peu lassant? Oui et non. Ça, évidemment, moi, je suis beaucoup en contact avec les coureurs. Donc, à un moment donné, si eux, ils me disent, bah, Rémi, là, je commence à en avoir marre de ce rythme-là, bah, il n'y a pas de souci, on change. Ça, y a pas de problème. Mais après, quand on regarde, par exemple, les grands champions, et là, je pense à Kipchoge, parce que j'avais un peu regardé ce qu'il faut faire. Il y a des articles très intéressants sur son entraînement. Ah, c'est hyper rythmé. C'est vraiment les semaines se ressemblent. Ils sont pas exactement les mêmes, mais voilà, c'est quand même toujours la même structure et on retrouve ça chez beaucoup d'athlètes. Et il y a beaucoup de coachs maintenant qui disent que bah, l'entraînement, au final, c'est assez chiant et qu'il faut en passer par là et que c'est quelque chose de redondant. Et moi, je suis pas pour amener toujours de la nouveauté parce que euh, ça peut poser problème aussi dans l'entraînement parce que ça nécessite une capacité d'adaptation. Ça crée un peu de fatigue aussi, la nouveauté. Donc à un moment donné, moi, je préfère qu'ils travaillent bien dans une certaine structure. Alors bien sûr, dans cette structure, on va toujours adapter. Ça va être plus ou moins ça, plus ou moins ça. Les exos peuvent changer aussi. Ça, c'est vraiment à la demande du coureur, j'ai envie de dire. Enfin, on va dire en dialogue avec le coureur. Mais ouais, moi, je suis assez attaché à cette rythmicité. Je sais que ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Mais, mais je me rends compte aussi avec, on va dire, les années qu'il n'y a pas, ça on le retrouve aussi souvent, il y a pas que moi qui le dis, mais qu'il n'y a pas de raccourci pour la performance. Et souvent, on est tenté de mettre en place des nouveautés parce qu'on va se dire, ah tiens, on va plus davantage progresser, ça c'est un petit plus, c'est un petit plus. Et en fin de compte, ce qui va compter, c'est de progresser un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, chaque mois, par exemple, de l'année et pendant plusieurs années. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à atteindre son plus haut potentiel. Donc pour moi, il faut, oui, encore une fois, une certaine structure et des habitudes. C'est un peu comme, même on est fait un peu comme ça hein, dans le travail. Par exemple, quelqu'un qui va travailler avec un rythme très différent chaque semaine, bah, ça va être compliqué, il va fatiguer, on le sait, ceux qui changent souvent de rythme de vie, bah, ça va être compliqué. Pour moi, dans l'entraînement, c'est un peu pareil. Alors bien sûr, encore une fois, il faut trouver le juste milieu, mais voilà, moi c'est mon avis, encore une fois, comme ça, en discussion avec le coureur, toujours, si le coureur, à un moment donné, il commence à s'ennuyer ou qu'il est moins motivé par certaines choses, il va me le dire et puis on va trouver des solutions. Là, c'est marrant de voir que, ouais, tu prends l'exemple de Kipchoge qui est ultra, c'est un métronome dans son entraînement. Il sait quel entraînement il va faire quand et c'est toujours la même chose. Et à côté de ça, tu prends plein d'athlètes. T'as quand même pas mal d'athlètes qui sont
C'est à l'émergence du style van life, tu vois, qui prennent leur van, qui vont se poser quelque part et qui vont s'entraîner et qui au final marchent quand même, quoi. Bon, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais eux, c'est plutôt place à l'imprévu. On va faire des séances qui viennent, on va adapter au jour le jour, et pourtant ils marchent quand même, quoi. Ouais. Non, mais ça c'est hyper intéressant, mais je pense que c'est pas complètement incompatible. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Je voulais juste revenir sur le fait d'avoir une structure. En fait, bah, moi, j'entraîne quand même beaucoup d'athlètes qui sont en élite, un peu de professionnels aussi. Bah, finalement, ils ont quand même régulièrement des stages, des courses à étapes. Donc en fait, le rythme il est cassé quoi qu'il arrive. Donc en fait, Hum. généralement, ça leur fait du bien de revenir dans leur rythme. Moi, j'ai souvent des coureurs. J'ai en tête un coureur qui me dit, ah bah Rémi, moi j'adore avoir ma semaine avec le lundi où je fais rien, le mardi où je récupère. Et en fait, ça le rassure quelque part d'avoir cette semaine-là. Et après, il aime bien. Mais aussi parce qu'en parallèle, il a des périodes où il va sortir de cette routine de manière obligatoire. Donc effectivement, si j'étais avec un coureur qui avait toujours la même routine, y compris dans son calendrier de cours, dans son calendrier de stage, peut-être que je fonctionnerais différemment. Encore, c'est pas sûr. Et après, pour revenir sur ce que tu dis là par rapport aux athlètes qui s'entraînent vraiment aux sensations, moi j'adore ça déjà. Enfin, j'ai bossé avec des athlètes qui s'entraînaient vraiment à l'envie. J'ai un souvenir, bon, et je pense qu'il m'en voudra pas si je le cite, de Pierre Idjouadienne, qui était passé pro, qui était au CC Etup, et qui vraiment construisait son entraînement et énormément en fonction de son envie. Lui, le plaisir qu'il pouvait prendre à l'entraînement, c'était primordial. Et en fait, moi, j'étais juste là comme un garde-fou pour voir si il faisait pas de bêtises, on va dire, au niveau de son entraînement, pour corriger certains trucs, pour répondre à des questions parfois. Et en l'occurrence, ça s'était très bien passé. Ça aurait pu mal se passer, bien sûr, mais en l'occurrence, ça s'était bien passé, voire très bien passé. Mais je pense que finalement, ces gens-là rentrent aussi dans une structure. Parce que ils se disent, moi je pense que c'est important d'avoir comment dire, une philosophie claire de l'entraînement. Ne pas toujours changer, ne pas dire, bah, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça. Eux, ils vont peut-être faire ça, mais parce que c'est rythmé par une ligne directrice claire, le plaisir. Et donc, une fois qu'on a cette ligne directrice, bah, finalement, ces mecs-là, ils la suivent. Ils vont pas se dire, bah, un jour, je vais faire un entraînement hyper structuré et le lendemain, je vais vraiment m'entraîner à l'arrache parce que ça me fait plaisir. Moi, je pense, peut-être que je me trompe, mais que ces sportifs-là ont quand même une philosophie assez claire dans l'entraînement et que ça va les aider à performer. Ouais, c'est un peu tant que tu respectes ce qui est plus ou moins ton drive de chacun va avoir moi mon objectif c'est avoir bien réalisé la séance, respecter les watts au watt près. Il y en a c'est je veux forcément découvrir des nouveaux paysages et en même temps j'y greffe ma petite séance. Tant que tu respectes ce qui te fait plaisir et bah tu vas t'y retrouver dans ton entraînement au final. Mais carrément, et justement, j'en parlais avec Jasper Weik là sur un podcast qu'on vient de réaliser ensemble. Et moi, je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il disait. Et finalement, on était complètement, enfin, moi, j'étais complètement raccord avec ses propos. C'est que le plaisir qu'on prend à l'entraînement, alors, la croyance dans le plan d'entraînement, déjà, moi, je crois à mon plan d'entraînement, ça fait énormément de choses. Mm. Le plaisir qu'on va prendre, c'est immense. À un moment donné, c'est sûr que il faut être drivé par. Il y a des gens qui font du vélo pour un cadre, parce qu'ils aiment bien rentrer, justement, tu dis au watt près, tout ça. À un moment donné, il faut respecter ce cadre aussi. Il y en a, c'est plus pour le plaisir, comme tu dis, des paysages, tout ça. Ça, c'est pareil, c'est hyper important de le respecter aussi. Il faut vraiment qu'il y ait une motivation. On parle de motivation intrinsèque, par exemple, et des objectifs intrinsèques. C'est quand même, ça, c'est hyper important pour moi. Et si on n'a pas ça, ça va être problématique. Et c'est pour ça qu'à très haut niveau, y compris à très haut niveau, on va avoir des gens qui s'entraînent de manière complètement différente. Donc, euh, donc voilà. Puis je voulais dire un autre truc, mais en parlant, j'ai oublié le fil de ta question. Donc, mais ça va me revenir tout à l'heure. Ouais, ouais, ok, ça marche. Mais non, et puis là, du coup, on peut ultra mettre en jeu, au final, la relation que tu vas avoir avec l'athlète, dans la transparence de, ok, cette séance-là, elle me fait chier parce que je voulais faire ça. Ouais, Moi, en fait, ce que je veux, c'est faire ça dans le vélo, et toi, tu construis ton plan avec ça, quoi. ouais, ouais, complètement. Mais avant de répondre à ta question, je vais revenir sur ce que je Vas-y, voulais vas-y. dire tout à l'heure parce que ça m'est revenu. Ce qui est important, on se rend compte dans l'entraînement, c'est les bases. Et ça, il y a beaucoup de coachs qui le disent, même au niveau de la science, c'est quand même ce qu'il en ressort. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des choses différentes et ça marche. Par contre, ils respectent des grandes lignes, des grandes bases, des grands fondamentaux sur l'entraînement. Et c'est ça qui est très important. Donc, au-delà du petit détail on pense que ça va faire la différence, mais pas tant que ça. Moi, en tout cas, j'y crois pas trop. La séance magique, le petit truc en plus.
Après, par contre, si ça nous fait plaisir et qu'on y croit, ben ça c'est génial. Mais par contre, il faut respecter les fondamentaux. Et une fois qu'on respecte les fondamentaux, donc les fondamentaux, ça peut être bah, évidemment avoir suffisamment de charge. À un moment donné, par exemple, un professionnel, Jasper, il le disait aussi, s'il s'entraîne, s'il fait 10 000 bornes dans l'année, bah non, il sera jamais professionnel. En fait, il sera jamais au niveau des professionnels. Donc, il faut une charge suffisante. Il faut une récupération suffisante, évidemment, et il faut aussi respecter un certain équilibre entre l'endurance, les intensités, après selon le type d'entraînement qu'on choisit aussi. Mais ça, c'est très important, et si on a ça, après, on peut faire énormément de choses. Et après, pour revenir à ta dernière question sur la relation qu'on peut avoir avec l'athlète, ça c'est très important. Il y a aussi des études qui le montrent d'ailleurs que la relation qu'on peut avoir avec son entraîneur va influencer les performances et qu'en général, les athlètes performants vont avoir des bonnes relations avec leurs entraîneurs, des relations transparentes. Et moi, je suis vraiment dans, dans cette optique-là où avec le coureur, bah, on peut tout se dire, on se dit les choses même. Il y a aussi une relation de confiance, une relation. Moi, je suis assez loin des entraîneurs. Alors, je parle de l'image que renvoie Philippe Lucas. Je sais qu'il est pas nécessairement comme ça dans la réalité, ou qu'il n'est pas que comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on a pu me rapporter. Mais c'est vrai qu'il a une image dure et certains vont dire, ah ben les entraîneurs, à un moment donné, il faut que l'entraîneur il dise, toi tu fais ci, toi tu fais ça, et en gros tu fermes ta gueule. Et finalement, moi j'y crois pas trop à ça. C'est pas ma manière de fonctionner. Donc c'est quand même assez en symbiose. C'est peut-être un mot un peu trop fort, hein. Mais en tout cas, on est voilà, avec le coureur, on va vraiment travailler ensemble vers un objectif. Et le but, c'est que lui soit motivé par ce qu'il fait, qu'il comprenne ce qu'il fait aussi. Et encore une fois, par contre, moi, je suis là pour que les basiques soient respectés. Et encore une fois, je reviens à ma structure d'entraînement, qu'il y ait une ligne directrice qui soit quand même aussi respectée. Ouais, ok. Ok, ok. Mais tu parlais de comment de réajuster un peu l'entraînement. Euh, à quelle fréquence, enfin, pourquoi tu devrais réajuster des fois est-ce que tu penses pas qu'il faudrait se tenir à ce qu'on a défini et dire waouh, on a quand même défini ça, le bloc il était comme ça, on va jusqu'au bout du bloc quoi. Non, moi, C'est Vas-y, ouais. la limite entre les deux de réajuster, mais peut-être un peu trop, et de en fait, parce que du coup si tu prévois quelque chose, tu sais que c'est ça qui va le faire performer, on va dire, et bah changer par rapport ah ouais non mais j'aime pas ce genre par exemple je te donne un athlète, toi j'aime pas la PMA. À un moment faut que tu passes quoi. Bah, oui et non, parce qu'au final, on se rend compte quand même qu'il y a des athlètes qui font des choses complètement différentes et qui vont performer. Alors, bien sûr, à un moment donné, la haute intensité, à l'approche de l'objectif, on est obligé d'y passer. Tu peux pas faire que de l'endurance et arriver le jour de l'objectif et être performant. Et à l'inverse, tu peux pas faire que de la PMA et oublier l'endurance et être performant. Ça, c'est impossible. Donc, on est toujours dans une histoire d'équilibre. Après, encore une fois, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses. En réalité, en tant qu'entraîneur, on ne sait pas. Il y a personne qui peut dire ça. Pour moi, ce sont des menteurs qui disent, bah, si tu fais ça, tu vas progresser de temps et temps. Non, on n'a pas une boule de cristal. On ne sait pas ce qui va se passer exactement. Donc, au final, qu'on parte dans une direction ou dans une autre, on ne sait pas à 100% ce qui est le mieux pour l'athlète. On peut avoir une idée, mais peut-être que dans la réalité, ça sera un peu différent. Et donc, après, moi, je suis plutôt, encore une fois, pour qu'il y ait. Mais ça, c'est très important, c'est qu'il y ait une structure claire. Et là, je vais faire référence à l'entraînement, par exemple, de Niels van der Poel, qui a un entraînement, donc le patineur de vitesse, qui a un entraînement ou qui avait un entraînement très particulier. Mais par contre, les lignes directrices étaient hyper claires. Et il s'adaptait à fond. Mais il pouvait s'adapter parce que ces lignes directrices étaient hyper claires. Par exemple, il faisait peut-être 3 mois d'endurance. Donc là, c'était full foncier, que du foncier, parce que c'était son objectif. Il avait ça en tête. Et dans ce cas-là, il pouvait s'adapter parce que s'il sautait une séance, s'il rallongeait une séance, s'il raccourcissait une séance, s'il faisait une séance de vélo plutôt que de course à pied, une course à pied plutôt que du vélo, finalement, ça changeait pas grand-chose parce que sa ligne directrice était très très claire. Et après, il passait sur du tempo, et après, il passait sur de la PMA. Mais voilà, c'était, enfin sur de la PMA, en tout cas sur de l'intensité. Et donc, au final, c'est parce qu'il a une ligne directrice claire qu'il peut se réadapter très facilement. Il en parle, lui, dans son manifeste sur son entraînement. L'adaptation est extrêmement importante dans son cas-là. Donc, en fait, moi, je suis pas pour qu'on dise à un moment donné, ah, ça te fait plaisir. Et puis, la semaine d'après, il y a autre chose qui te fait le plaisir, on va changer. Donc, en fait, non, la ligne directrice est toujours là et ça, c'est très, très important. Parce que sinon, en fait, on répond simplement au désir de l'athlète, du coureur. Et c'est pas bon non plus parce que répondre de manière un peu pulsionnelle à ses désirs, bah, des fois, ça nous emmène dans le mur.
Mais par contre, s'adapter, ça c'est très important à se dire, bah là, tu es fatigué, tu vas peut-être moins t'entraîner, tu es malade, tu vas moins t'entraîner. À un moment donné, par exemple, en hiver, on peut planifier sur 3 mois. Moi, c'est ce que je fais, je planifie 3, 4 mois. Ben, la réalité des choses, c'est que les coureurs, ils sont toujours malades au moins une fois. Peut-être pas tous, mais quasiment tous. Donc ça change beaucoup de choses. À un moment donné, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir du 0 degré, du 3 degrés avec de la pluie pendant 3 semaines. Est-ce qu'on peut faire exactement la même chose que ce qui était prévu? Moi, je pense que c'est pas du tout bénéfique. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que un entraînement guidé au jour le jour peut être plus efficace dans certains cas qu'un entraînement planifié dans lequel on resterait de manière un peu, on s'enfonçait, on va dire, de manière un peu dogmatique. Après, encore une fois, sur ces études avec un entraînement au jour le jour, finalement, il y a une vraie ligne directrice parce que il y a un modèle quand même qui est derrière cet entraînement au jour le jour. Donc moi, j'insiste vraiment sur le fait que c'est important d'avoir un modèle d'entraînement, donc quelque chose d'assez global qui correspond à l'athlète, qui correspond à l'entraîneur aussi, parce qu'à un moment donné, en tant qu'entraîneur, moi, je crois à des choses et il y a d'autres choses auxquelles je ne crois pas, j'aurais plus de mal à aller vers ça. Donc avoir un modèle et après, dans ce modèle, c'est plutôt une bonne chose même de s'adapter, parfois au jour le jour. Alors bien sûr, il faut toujours trouver, comme tu le dis, un peu le bon compromis. Ouais, bah c'est au final, on discutait tout à l'heure, la première question que je t'ai posée, c'est comment t'organises les choses. Et bah, t'as réussi à détailler la raison du pourquoi, du comment tu fonctionnes comme ça. Et en t'écoutant, c'est hyper clair. C'est ok, parce que du coup, faut allier le plaisir, faut allier quand même le travail au plaisir. Et dans ce sens-là, faut. Est-ce que tu penses que les athlètes qui, par exemple, ah mon coach il m'a prévu 3 heures et ils en font 5 aujourd'hui. Est-ce que tu Ouais. trouves que c'est un problème de faire ça? Parce il y a Alors, trop d'athlètes qui sont là en mode ah non non désolé bien les sûr. gars je viens pas faire séance avec vous parce que vous allez faire 5 mais moi j'en ai que 3. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, pareil, là, c'est tout. Pour moi, c'est toujours une question de compromis et de contexte. Parce qu'à un moment donné, si l'athlète, vraiment, là, moi, je me dis, c'est une semaine importante, il faut qu'il récupère globalement et qu'il va faire 5 heures au lieu de 3 heures. Je me dis, bah, c'est un peu compliqué. Et en même temps, ça serait dommage si par exemple il a l'occasion de partir avec des potes, d'avoir une séance qui passe bien, où il va se faire plaisir, et de la squeezer pour dire non, il faut que je reste, que je fasse 3 heures tout seul. On sait par exemple, en plus que l'entraînement en groupe a tendance à faire plus progresser parce qu'il y a plus de motivation, c'est moins difficile mentalement. Alors après, ça dépend aussi des coureurs, il y en a qui adorent s'entraîner tout seul. Donc je pense qu'il faut un peu des deux et puis il faut se caler euh, là aussi sur l'athlète. Mais oui, c'est toujours une question de vraiment de contexte. Mais pour que ça soit bien clair, moi je suis pas pour un entraînement qui part dans tous les sens où le coureur me dit ah bah là j'ai fait ça parce que ça me faisait plaisir, là j'ai fait ça. Sauf encore une fois si c'est vraiment si dès le départ c'est clair avec l'athlète qu'on fonctionne comme ça. Mais tu vois j'ai souvenir d'un sportif avec qui je bosse et avec qui j'ai bossé là cet hiver, euh, qui en mettait toujours un peu sur les séances d'endurance parce qu'il était en groupe, il s'entraîne énormément en groupe. Et moi, à un moment donné, ça me posait problème parce qu'en tant qu'entraîneur, pour moi, les bases étaient plus respectées parce que l'endurance devenait plus tout à fait de l'endurance. Et donc, moi, je sais pas comment faire si l'endurance n'est plus de l'endurance, je sais plus planifier. Et donc, on a dû discuter pour trouver un compromis entre ces séances plaisir où ils roulent en groupe et à un moment donné, ces séances où ils respectent aussi ces zones d'entraînement parce que ça, pour moi, c'est fondamental dans l'entraînement de respecter ces zones, surtout en endurance. Et du coup, quelle a été l'astuce si tu veux bien dévoiler tes tours, comment t'arrives à gérer ça du coup? Ah, déjà, moi, j'ai pas beaucoup de tours, hein, c'est pas, voilà, il y a rien de magique, mais par contre, là, ça a été juste simplement une discussion assez franche avec le coureur en disant, bah écoute, là, pour moi, c'est pas bon ce que tu fais. Moi, j'arrive pas à maîtriser en tant qu'entraîneur l'entraînement que je te donne parce que quand tu fais une séance, tu fais un autre type de séance, donc au final, ça change, ça chamboule tout. Donc, il faut absolument que tu respectes tes zones d'entraînement. Et après, par contre, c'est à toi de me dire si cette semaine et d'anticiper, de me dire, ben, cette semaine, j'ai un entraînement en groupe que j'ai vraiment envie de faire. Parce que là, c'était un peu au dernier moment. C'était, ah, ben, finalement, je suis sorti en groupe. Alors que s'il me le dit le dimanche, le lundi ou le samedi d'avant, ah, ben, à ce moment-là, j'ai envie de sortir avec un pote. euh, Bah écoute, y a pas trop de problème. Normalement, on regarde comment ça peut se passer dans l'entraînement et puis on adapte. Donc voilà, c'est tout simplement une discussion. En fait, au final, tout est parce que la connaissance c'est plus ou moins toi qui l'as. Comment t'arrives à la transmettre à l'athlète? Qu'est-ce que lui a réussi à intégrer de ce que tu lui as dit? Et comme ça, il peut adapter de façon plus intelligente ses séances, même si t'es toujours là en point
d'appui pour structurer les choses, quoi. Ouais, bah complètement. J'ai lu pas mal d'articles, enfin de papiers scientifiques hein, qui parlent de ça, d'aller vers l'autonomie, que c'est important et Mm. finalement c'est aussi soutenu par certaines preuves scientifiques, on va dire, d'emmener les athlètes vers ça. Donc à un moment donné, c'est vraiment déjà expliquer les choses. Pourquoi on fait ça? Pourquoi faut respecter les zones d'endurance? Pourquoi si tu respectes pas les zones d'endurance, bah, tu as un effet différent sur la fatigue notamment. Et une fois que l'athlète il a intégré ça, bah forcément il peut être un peu plus autonome. Donc pourquoi pas? Moi je me dis parce que alors ça dépend avec quels athlètes. Il y a des forcément quand tu travailles avec un athlète qui a 10 ans d'expérience ou ouais, on va dire 10 ans d'expérience qui est chez les professionnels, ben, il a peut-être plus d'autonomie que mais pas toujours que quelqu'un qui débute le vélo. Donc moi je suis plutôt à la base pour donner un cadre quand même assez clair avec les athlètes qui débutent et là c'est plutôt moi qui fixe le cadre parce que finalement l'athlète il sait pas, il débarque dans l'entraînement, il sait pas ce que c'est, etc. Et au fur et à mesure, on va lui donner de l'autonomie. Donc après, c'est au fil des discussions, au fil des programmes d'entraînement. Il intègre aussi une façon de faire. Et je me dis, ça, j'ai un peu de mal à le faire parfois, mais ça peut être intéressant de parfois laisser les athlètes, une fois qu'on sent qu'ils sont assez autonomes, sur certaines périodes, notamment en fin d'année, par exemple, il y a un peu moins de pression, un peu moins d'enjeux de résultats. Enfin, pas toujours, mais parfois. De les laisser un peu plus en autonomie pour voilà, les initier un peu au fait de réfléchir eux-mêmes à leur séance. Ouais, c'est au final, toi qui es l'entraîneur, tu transmets en fait tes connaissances à l'athlète pour qu'il soit le plus comment intelligent, on va dire, dans les décisions qu'il va prendre. Et c'est triste parce que ça te, ça va forcément t'éloigner de ce coureur-là parce qu'à un moment il va se sentir assez autonome pour faire l'entraînement qui trouve le plus structuré, non? Je suis pas sûr. Alors, je pense que, mais c'est intéressant hein, ta réflexion. Je me l'étais pas forcément posé, mais il y a deux choses. Je pense que ça peut être une bonne chose qu'il soit autonome à un moment donné, d'aller vers l'autonomie comme on peut avoir des fois dans certaines prises en charge médicales. Le but au final, c'est de plus revoir le patient parce qu'il devient autonome dans sa façon de faire pour traiter, voilà, on va dire À la démarche des certaines kinés par maladies. exemple, tu sais qui te Bah, donnent des par exemple. exos et à la fin, allez salut quoi. Par exemple, et après, bon, bah, en tant qu'entraîneur, on va peut-être bosser avec quelqu'un d'autre. Et en même temps, moi, ce que je vois, c'est que ces coureurs-là, ils vont pas dire à un moment donné, bon, bah, j'ai plus besoin de toi. Parce qu'en fait, avoir un regard extérieur, c'est quand même toujours hyper important. Dans tout, hein, d'ailleurs, que ce soit dans le travail, dans la vie personnelle, et là, dans la vie sportive. C'est quand même vraiment intéressant d'avoir un point de vue extérieur qui puisse dire à un moment donné, là, stop, là, oui, t'es bien. Moi, ça me fait penser au discours, en tout cas que j'ai perçu de Claude Onesta en handball, qui disait avec son équipe, à un moment donné, c'est donner le plus d'autonomie possible. Et à un moment donné, quand on sent qu'il y a quelque chose qui échappe, ou en tout cas que ça se passe un peu moins bien, bah là, on reprend les rênes et on dit non, non, là, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Et tu fais comme ça. Donc en fait, c'est vraiment moi, mon but, encore une fois, c'est pas de répondre au désir du coureur, c'est vraiment de certes l'amener vers l'autonomie, mais aussi d'être capable à certains moments de décider pour lui. Non, je décide jamais pour quelqu'un, mais je lui dis, ben là, tu es en train de faire une erreur. À mon avis, c'est moi, je pense comme ça, je t'explique pourquoi je pense comme ça. Après, évidemment, tu es libre de la faire ou pas. Une fois que tu sais que c'est potentiellement une erreur, bah, évidemment, les personnes, elles sont généralement avec qui je travaille, elles sont majeures, donc elles font, au final, elles font ce qu'elles veulent. Ouais, et on se trompe un peu au final, dans la démarche de l'entraîneur. C'est pas donner des séances à un athlète. Le fondamental de ce que tu dois faire, c'est euh, instruire ton sportif pour qu'il soit le plus, comme tu disais, autonome et qu'il fasse quelque chose et du coup, qui permette de durer au long terme. Ouais, ben non, complètement. En plus, tu parles voilà du fait de durer, d'instruire et de durer sur le long terme. Et là, je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Alors sur le long terme, c'est évident que justement, il faut tracer des lignes. Encore une fois, je reviens à ces lignes assez claires, mais parce que moi, ma vision d'entraîneur maintenant, je me vois plus comme un garde-fou en me disant, bah, il fait sa pratique, le coureur fait sa pratique. Alors des fois, je l'accompagne à 100%, c'est moi qui mets les séances à 100%, et puis lui, il aime ça. Mais des fois, je suis un peu plus en retrait. Mais par contre, il faut que je l'emmène dans un cadre suffisamment sécure.
C'est-à-dire c'est cure qui peut durer sur le long terme sans risquer ni l'épuisement psychique ni l'épuisement mental. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment très important d'inscrire le coureur dans une démarche vraiment à long terme. Et puis après, l'instruction, ça vient dans ce cadre-là, c'est de essayer de faire passer ces messages qui pour moi sont importants. Et là, je reviens aux bases de l'entraînement, aux fondamentaux. Quels sont les fondamentaux? Et après, en tant que coureur, une fois que tu es instruit de ces fondamentaux, finalement, tu peux faire beaucoup de choses différentes. Ça devrait bien se passer. Hmm. Et au tout début, ça me fait penser, tu reviens sur les fondamentaux. Au tout début, tu parlais des fondamentaux et il y a de plus ou moins deux courants qui se détachent. Il y a ceux qui vont être à la recherche de tous les petits gains, de faire ci, ça. Et il y en a qui vont, ouais, non, on s'en fiche. Moi, je me prends pas la tête. Je fais juste la base. Qu'est-ce que t'en penses de ça, du coup? Moi, après, c'est ma vision des choses, donc c'est certainement du fait de mon caractère aussi, mais je pense que c'est aussi par rapport à mon expérience. Après, d'autres ont plus d'expérience que moi, mais j'ai quand même plus de 10 ans d'expérience dans l'entraînement. Et pour moi, en finalité, quand on regarde la fin de saison d'un coureur, si sa saison s'est bien passée ou c'est pas bien passé, ça va jamais se jouer sur des détails. Hmm. Jamais, ça va jamais. C'est pas parce qu'il aura fait du 30-15 au lieu du 30-30 ou au lieu du 5 minutes 5 minutes ou du 8 minutes 2 minutes. Parce que finalement, sa saison, il va se dire, ah bah elle est bien ou elle est pas bien. Ça joue absolument pas à cette échelle-là. Après, pareil, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, ah bah je marche terrible parce que j'ai pris du bicarbonate. Et bien sûr, c'est des petits gains. Je dis pas il faut pas forcément aller les prendre, mais ça vient vraiment dans un second temps. Et dans un premier temps, c'est vraiment les fondamentaux, c'est être psychologiquement bien. Mais bon, ça concerne pas forcément l'entraînement, ça le concerne Partout, hein. aussi, mais pas que. Ça c'est clair. Euh, Avoir une charge suffisante, être en bonne santé, manger suffisamment, notamment des glucides. Moi, je préfère quelqu'un qui mange trop que quelqu'un qui mange pas assez. Quelqu'un qui mange pas assez, certes, il va croire qu'il est dans l'optimisation avec peut-être, oh, il a gagné 500 grammes, 1 kilo. Mais au final, il va être complètement collé parce qu'à un moment donné, hormonalement, ça va mal se passer pour lui et il va flirter avec le surmenage, voire tomber dans un surmenage, voilà, qui peut mener au surentraînement. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment, je reviens toujours à ça, c'est les bases, mais je crois profondément à ça et c'est ce que je vois. Et en discutant avec les entraîneurs, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, c'est ce qu'ils perçoivent aussi. Je peux me tromper, bien sûr, mais l'histoire, par exemple, les gains marginaux ont inondé voilà, le marché de l'entraînement avec l'arrivée de la Sky à l'époque. Hmm. Je pense que c'est à ce niveau-là, évidemment, que c'est important d'avoir des gains marginaux, par exemple sur le matériel, sur la nutrition, mais après, c'est pas toujours des gains marginaux. Par exemple, quand on parle de manger suffisamment, c'est pas un gain marginal, c'est quelque chose de juste logique. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas forcément. Mais donc, il y a eu tous ces gains marginaux, mais en parallèle, il faut pas oublier que la Sky, elle s'est fait condamner pour pratique illicite, etc. Donc après, quid de tout ça? Enfin, voilà, est-ce qu'on est capable de différencier les gains marginaux de ces pratiques illicites dans les gains de la performance de la Sky? C'est compliqué et je pense encore une fois que ça reste les fondamentaux à bien faire. Et là, bon, j'insiste sur la Sky, mais j'imagine qu'il faisait aussi très très bien ses fondamentaux et qu'à un moment donné, si Higgins ou Froome ont gagné le Tour de France, alors on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière évidemment, mais je pense que c'est qu'ils se sont entraînés suffisamment, qu'ils ont fait des charges très importantes, qu'ils ont bien géré leur charge d'entraînement en premier lieu, et peut-être qu'en deuxième lieu, ils ont optimisé certaines choses. Voilà. Et puis après, surtout, ces gains marginaux, pour moi, ils vont être valables surtout à très haut niveau. Quand par exemple, on va être capable peut-être de gagner le Tour de France ou en tout cas de gagner des courses professionnelles. Mais avant ça, il y a un tel travail de fond. Et pour moi, on peut se perdre dans ces gains marginaux à justement être obsédé par ça parce qu'à un moment donné, ça devient aussi une obsession. On peut faire des erreurs avec ça. Je pense toujours à la bouffe, hein, mais enfin à l'alimentation. Je pense que là, ça peut être dramatique quand on veut trop optimiser l'alimentation et que finalement on peut faire des graves erreurs. Moi, j'ai déjà vu des gens flirter avec l'anorexie, hein, par exemple, en cyclisme. Voilà, donc ça peut être compliqué. Et après, d'être obsédé toujours par le moindre gain, là, il y a des études aussi sur, par exemple, le détachement. Savoir se détacher de l'activité pour mieux récupérer. Et à un moment donné, si on est tout le temps dans la recherche de la performance, du petit truc en plus, peut-être que derrière, on va moins bien récupérer parce que psychologiquement, on va être toujours pris dans cette optique de performance.
Ouais, ouais, mais carrément. Et en vrai, les gains marginaux, tu donnais les bicarbonates tout à l'heure, tant que c'est bien contrôlé, ça peut te faire performer. Et je trouve que les fondamentaux ne te mettront jamais en échec si tu les réalises un peu moins bien, on va dire. Alors que, imaginons, enfin, tu vois, tes fondamentaux, ils sont, on va dire, si tu les pousses, tu vas forcément bien marcher, alors que si tu pousses les gains marginaux, tu vas pas forcément bien marcher. Ouais. Et au contraire, par contre, ça peut tout ruiner. Par exemple, tu prends les bicarbonates, t'en mets un peu trop dans ton bidon, ah bah tu vas vite sentir que t'en as mis un peu trop, et au final, ta course qui était ton objectif, parce que t'avais tout prévu, machin, machin, s'ils sont moins cadrés, bah en fait, tout part en fumée, et du coup, moi je pense que, je suis d'accord avec toi, les fondamentaux, d'abord, tu les fais bien, et après tu verras pour tes gains marginaux, mais enfin franchement les gains marginaux, on a trop d'athlètes, tu vois, qui ah ouais je vais faire de la presso, puis après je vais aller faire je vais faire un massage. Non, mais Aïe. c'est clair, c'est clair. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, surtout pour le jeune public. Je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Ouais. Et moi, j'ai un peu de mal avec l'optimisation de la performance chez les jeunes. Parce que le but, c'est déjà de se construire physiquement, d'accumuler la charge d'entraînement de manière assez logique pour plus tard performer. Et si on est trop obsédé par justement ces gains marginaux, bah effectivement, ça peut être problématique. Et comme tu l'as dit, et comme je l'ai déjà dit, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui ne, à la fin de l'année, on disait mince, t'as pas fait ça au niveau des gains marginaux et c'est pour ça que t'as pas marché. Et à l'inverse, quand ça marche, c'est toujours parce que les fondamentaux sont respectés et même au niveau professionnel. Mais ça, moi, j'ai quand même travaillé avec des athlètes qui, à mon avis, pour moi, ont eu un bon niveau. Il y en a qui étaient, par exemple, sur le championnat du monde, sur un championnat du monde avec l'équipe de France, c'est quand même un certain niveau et pourtant on faisait rien de fou. Mais il me semble que les fondamentaux étaient encore une fois assez respectés. Et vraiment, moi, c'est pas une crainte, mais j'ai un peu de réserve sur cette tendance encore une fois, chez les jeunes à vouloir tout optimiser. Et là, je pense à un jeune avec qui je travaille qui est, bah forcément, en plus, quand on est jeune, on sait pas dans quoi on s'embarque, donc on va se dire, ah, il faut peut-être manger ce petit truc en plus, ce truc-là. Enfin voilà, à chercher vraiment le truc qui va faire la différence. Et au final, clairement, on peut se perdre. Et moi, je trouve ça dommage pour la finalité de la performance et de l'entraînement qui est quand même d'exploiter au maximum son potentiel sur le long terme, à mon avis. Ouais, en fait, je pense que c'est surtout ça que la plupart des personnes n'intègrent pas. C'est la base pendant une année, 2 années, 3 années, 4 années, pendant 10 ans. Ça Ouais. vaut bien plus que faire le taf pendant 6 mois. Et après avoir Ah, mais 2 mois de ouais, je me bourre la gueule et je suis en coupure et je vais faire la bringue. Et au final, tous les efforts que t'as fait en te mettant à fond pendant 6 mois, bah en vrai, si t'avais fait juste la base, t'aurais eu plus envie de faire du vélo pendant les 2 mois d'après et t'aurais plus marché après, quoi. mais complètement, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Bah, de toute façon, ça, c'est dans toutes les activités pareilles. On le retrouve dans le cyclisme ou dans les sports, notamment d'endurance, les fameuses 10 000 heures de pratique, 1 000 heures Hmm. par an, une dizaine d'années de pratique pour atteindre le très haut niveau, le niveau international. C'est grosso modo ce qu'on retrouve chez les athlètes. Donc, à un moment donné, comme on dit, Rome, c'est pas fait en 3 jours, je crois que c'est ça l'expression. Bah, c'est exactement la même chose pour l'entraînement. On va pas s'inventer champion en 6 mois, en un an. Non, ça se passe sur plusieurs années. Et là où je te rejoins complètement, c'est vraiment quand tu dis que il faut être régulier à un moment donné, et que c'est un peu dommage de tout donner pendant un moment pour ensuite complètement craquer et puis justement faire, euh, faire trop la fête, délaisser le vélo et puis ne plus s'entraîner. Parce que ça, on le voit encore de moins en moins, j'ai l'impression que de plus en plus, on voit quand même des coureurs faire des saisons un peu plus complètes et un peu moins péter un plomb durant l'hiver. J'ai l'impression que c'est un peu moins d'actualité. Peut-être que je me trompe. Mais ça, vraiment, c'est ouais, la régularité. Pour avoir de la régularité, il faut du plaisir, il faut du détachement aussi, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire être suffisamment détaché pour pas que l'entraînement prenne trop de place et mette trop de pression sur l'athlète. Et là, on parle de système d'entraînement soutenable. Il faut que quand je fais une semaine d'entraînement, un mois d'entraînement, il faut que je me pose la question, est-ce que ce mois d'entraînement, je suis capable de le répéter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, sans que ça me pose de problème a priori. Et si c'est le cas, c'est bon. Si à un moment donné, on se dit, ah bah là,
termine un peu trop fatigué mon mois d'entraînement, je suis un peu trop à fond sur certaines choses, je vais pas pouvoir tenir ça. Bah, généralement, c'est qu'on est plutôt à côté de ce qu'il faut faire. Encore une fois, à la seule différence, enfin, j'émettrais peut-être un doute pour le très très haut niveau quand certains athlètes se disent là j'ai 1 an pour gagner le Tour de France, je mets tout et derrière on voit ce qui se passe. Là, la démarche est certainement un peu différente. Ouais, mais là, on parle de même pas 10% du peloton, Et même on parle de, professionnel, quoi. on parle de 0,1% du peloton et encore, évidemment, ces personnes-là, si elles respectent pas les bases sur leur entraînement, elles ont beau tout optimiser, elles gagneront pas le Tour de France. Donc ça, c'est aussi évident. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant et au final, c'est plutôt, enfin, c'est clair de ce qu'il faut respecter, quoi. Il y a pas de folie à faire. On reste sur quelque chose de simple, efficace prendre du recul aussi beaucoup c'est ça aussi, prendre du recul sur ce que t'as fait. Il y a le moment où tu fais tes séances, le moment où tu vois ta semaine, et après tu prends du recul sur les 3 4 mois qui viennent de s'écouler. Ok, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qui en ressort, quoi. Ouais, ça c'est important d'analyser, d'avoir un certain recul sur soi-même, de dire bah ça a l'air de fonctionner, ça j'aime bien, ça j'aime moins bien, ça me met dans le dur, ça me met pas dans le dur. Je pense que de faire ce travail-là régulièrement, bah oui, c'est hyper important et c'est pour ça que d'avoir un œil extérieur, pour le coup, on peut travailler tout seul, on peut s'entraîner tout seul, mais avoir un œil extérieur, ça reste quand même, à mon sens, assez important. Mais au final, le calendrier d'entraînement, je trouve qu'il y a trop de physio et pas assez de psycho subjectif, de perception. Mis à part une note de RPE, je trouve que c'est tout ce qu'il y a sur les carnets d'entraînement, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait, voilà, annoter des choses un peu différentes, savoir même sans mettre une note spécialement, mais dire bah, comment tu te sens, comment tu as vécu les choses, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, pourquoi. Enfin, là j'ai en tête un athlète qui a été contre-performant pendant, même deux athlètes pendant un certain temps, et au final, en creusant, bah, il y a des problématiques personnelles qui sont hyper importantes. Et donc oui, il allait pas performer à ce moment-là. Et ça, faut avoir du recul pour pouvoir adapter son entraînement aussi dans ces circonstances et puis avoir simplement conscience que finalement, ça vient pas de l'entraînement, des contre-performances, mais que ça vient d'autre chose. Et Ouais. donc Et ouais, vas-y. non, vas-y. Non, l'aspect psycho, physio, tout ça, je pense effectivement que l'aspect psycho, je lisais une étude la dernière fois avec, c'est des coachs de niveau, certains étaient de niveau international, mais on fait un grand questionnaire lancé à plein de coachs. Et c'était qu'est-ce qui est important pour vous? Et est-ce que l'entraînement physique est le facteur d'entraînement le plus déterminant dans l'entraînement? Et finalement, la réponse était non, c'est pas le plus déterminant. Et ce qui est le plus déterminant, ça reste les facteurs psychologiques. Et ça, c'est quelque chose, il y a plein d'études sur l'entraînement physique. Et par contre, sur le bien-être psychologique, il y a beaucoup moins de choses, alors que finalement, quasiment tous les coachs vont vous dire, ben, le psychologique est hyper important. Et finalement, on n'a pas tant de formation là-dessus. On a beaucoup de formations. Par exemple, moi, en STAPS, j'ai eu beaucoup de formations sur, ouais, sur là ou le VO2 max, sur la physiologie vraiment pure. Mais moi, je pense aussi, parce que je travaille aussi avec des futurs coachs qui passent le diplôme d'État d'entraînement cycliste traditionnel. Et c'est des fois des coachs qui n'ont pas toutes les billes et des fois ils prennent peur un peu parce que certains vont leur dire mais il faut maîtriser la physio à fond pour être un bon entraîneur. Non, moi je suis pas d'accord. Il faut maîtriser l'entraînement, les bases de l'entraînement qui sont pas si compliquées que ça. Finalement, c'est assez simple. Si on part d'un système assez simple, ben, on peut faire du très 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 bon boulot. Après, c'est compliqué à mettre en œuvre au quotidien. Mais voilà, moi je suis pour insister sur le fait que des fois la physio prend trop de place. Et effectivement, à l'inverse, la psychologie prend peut-être pas assez de place à certains moments. Ouais, bah, je pense que tout est dit sur l'aspect psycho. Maintenant, il reste plus qu'à poser la question de comment tu arrives à intégrer ça dans ta planification. Et là, Ouais, ça, c'est une très très bonne question. Et parce qu'il y a là aussi, il y a des études qui montrent que, par exemple, visionner des vidéos motivantes, faire de la visualisation, faire de la méditation, faire des choses comme ça, peuvent améliorer la performance. La méditation, je pense que c'est quelque chose de... Ça a l'air de très bien marcher quand même dans les études que j'ai pu lire.
mais on est toujours dans quelque chose d'interventionniste. On a envie, enfin, il y a un peu deux écoles en psychologie du sport. C'est soit on est interventionniste comme dans l'entraînement, on se dit ben ça fonctionne comme le physique, donc à un moment donné il faut entraîner sa tête, se dire ben aujourd'hui je vais avoir de l'entraînement psycho de ce type et on va avoir ce type d'effet ensuite sur le cerveau. Et là, on est par exemple dans la méditation, hein, c'est ça, hein, on entraîne le cerveau à réagir d'une certaine manière et au bout d'un certain temps, finalement, on a des adaptations qui se créent et on est davantage capable d'affronter, on va dire, le réel. Et après, pour moi, il y a une autre tendance aussi, c'est justement ne pas, et moi je suis aussi assez attaché à ça, ne pas robotiser encore une fois de plus le coureur en psychologie, ne pas rajouter des exercices pour être meilleur, ne pas dire parce qu'on est dans l'entraînement, la finalité c'est d'être meilleur déjà. Et si à un moment donné, le corps il se dit ah psychologiquement ça va pas bien, bah, je vais essayer de faire des exercices pour être meilleur psychologiquement. Bah, moi j'ai l'impression que des fois ça peut davantage peser sur la personne. Et moi j'ai l'impression que c'est aussi important d'essayer de comprendre ce dont on a envie, ce qu'on aime, pourquoi on fait du vélo, nos motivations profondes, travailler là-dessus, se dire ben ça me correspond pour ces raisons-là, ça me correspond moins. Là, j'ai davantage besoin de m'écouter pour ça. Ça me paraît pour moi plus intéressant. Et finalement, ça se fait pas dans un carnet d'entraînement, ça se fait vraiment en échangeant avec l'athlète. Après, il peut le faire aussi avec une tierce personne. Ça peut être très intéressant aussi, un préparateur mental, un psychologue. Ça peut être intéressant de travailler là-dessus, mais ça peut se faire avec le coach. Vraiment de discuter de toutes ces choses-là pour éviter d'être que dans le faire et qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être encore plus performant. Et moi, j'ai l'impression que ça peut être à double tranchant cette approche. Ouais, donc le côté interventionniste de l'entraînement psychologique, je dirais, et le côté plutôt introspectif quand tu prends la psychologie, enfin les facteurs psychologiques pour améliorer la performance, toi tu distingues plutôt ces deux branches-là, quoi. Ouais, complètement, complètement. Je pense que les deux peuvent être complémentaires, mais moi, j'aurais tendance à aller plutôt vers un peu d'introspection, comme tu dis, et garder la branche interventionniste. Si, encore une fois, je te dis, le yoga, la méditation, tout ça dans les études, ça a l'air de bien marcher. Mais pour moi, il faut faire aussi attention aux démarches à court terme. Des fois, on va voir un Mm. préparateur mental, il va dire, ben, on va travailler ça, tu vas améliorer ça. Et finalement, tu vas l'améliorer dans une certaine mesure, mais après, le naturel, il va revenir au galop. On va avoir une progression rapide, mais si on a vraiment des problématiques un peu plus profondes, pour moi, c'est un peu plus compliqué de se diriger vers ces méthodes. En tout cas, pour qu'elles soient efficaces sur le long terme. Ouais, et puis je pense que l'entraînement psychologique euh, a des résultats beaucoup plus longs que l'entraînement physiologique et surtout beaucoup plus mesurable en tout cas. Oui, bah, complètement. C'est très, très difficile de mesurer un état psychologique. Il y a des questionnaires, mais même les questionnaires, c'est mouvant. Donc, à un moment donné, on va mesurer quelque chose à un instant T, mais qui va pas forcément perdurer dans le temps. Donc, ça, c'est compliqué. Et effectivement, à l'entraînement physique, on va vraiment avoir euh, des choses visibles assez rapidement, mesurables, et c'est moins le cas de l'entraînement psychologique. Après, peut-être que d'ici quelques années, on aura vraiment des outils clairement identifiés qui nous permettront d'améliorer cet aspect psychologique. Après, encore une fois, mais ça c'est très personnel, moi j'ai pas envie que l'entraînement soit complètement robotisé, qu'on prenne un athlète et qu'on dise ben on fait rentrer ça dans la matrice et il se passe ça. Et peut-être qu'un jour on y arrivera et finalement on aura trouvé en quelque sorte un peu la clé de l'entraînement. Mais moi je suis pas fan parce que derrière on enlève justement tout ce qui est motivation intrinsèque, objectif de vie, voilà des objectifs un peu plus grands que finalement juste la performance à vélo, c'est le pourquoi on fait du vélo, pourquoi on désire être performant, ou pourquoi on veut progresser, ou comment on le fait. Là, j'ai un exemple en tête avec un athlète, et ça m'a beaucoup intéressé de parler de ça avec lui, un athlète qui est très bon, qui, à mon avis, pourrait avoir le potentiel pour passer professionnel. Après, bon, il a fait des choix d'études aussi qui compliquent cette perspective-là. Mais surtout, à un moment donné, il m'a dit, mais tu sais, Rémi, en fait, moi, la performance, moi, j'aime bien progresser. J'aime bien m'entraîner pour progresser, mais j'ai surtout besoin de prendre du plaisir. Et si à un moment donné, je fais 10e de la course, 15e ou 3e,
Ouais, ça a son importance, mais c'est pas primordial pour moi. Et en fait, ça a complètement changé notre approche de l'entraînement. Je pense que lui, ça le libère aussi de certaines choses. Et puis finalement, on part dans quelque chose un peu d'autre, mais c'est venu de lui. Et puis, j'ai pas calqué un modèle de performance en fait sur ce sportif-là. Et je pense que le point que tu soulèves là est hyper important parce que tu as beaucoup de jeunes qui, quand ils se construisent en tant que cyclistes, sont dans le modèle performance, compétition, on va dire, le calendrier fédéral tous les week-ends. Et quand ils grandissent, et ben en fait cette flamme, c'est pas qu'elle s'est éteinte, c'est juste que ils se rendent compte que c'est plus ce drive là qu'ils ont de pour faire du cyclisme. Et je pense que pour certains c'est hyper dur à accepter de se dire non mais en fait moi c'est plus ça qui me fait plaisir quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. En plus, souvent, on va commencer l'entraînement vraiment sérieusement en cadet, junior. Et c'est des années où on évolue beaucoup. À un moment donné, on découvre des choses, où on se découvre soi-même, et donc en espoir 1, espoir 2, espoir 3, ben, des fois, oui, ça colle plus vraiment. Donc là, pour moi, c'est quand même très important d'avoir de vraiment rencontrer sa motivation personnelle. Et là, j'ai un autre exemple, et c'est un coureur, alors, pour le coup, qui était en surentraînement, donc il marchait plus. Euh, et, euh, et en fait, on s'est beaucoup questionné. Moi, je commençais à travailler avec lui à ce moment-là. Et je me suis même questionné, mais au final, est-ce que c'est pas une manière de ne plus être performant, de refuser un peu cet aspect compétition, tout ça? Et finalement, non, pas du tout. En fait, il me l'a toujours dit, lui, il a envie de performer, il adore ça, et il s'épanouit là-dedans. Donc c'est un peu le cas contraire de ce que je racontais avant. C'est pour ça qu'il faut pas partir avec des a priori. C'est lui, son drive, ça a été plus jeune la compétition et ça l'est toujours. Et ça aussi, il faut le respecter. Enfin, il faut respecter en fait toutes les approches qui sont à chaque fois différentes. Et après, tu parlais aussi du calendrier fédéral, mais c'est vrai que il y a aussi quelque chose en vélo sur l'aspect psychologique. Enfin, parce que pour moi, quand je pense au calendrier, je pense à surcharge de calendrier. Je pense que en France, on court beaucoup trop. Ça demande aussi une implication psychologique très importante. On accorde beaucoup d'importance aux courses, aux résultats. Dans d'autres pays, c'est beaucoup moins le cas. Des fois, les athlètes se rendent sur les courses vraiment pour s'amuser, tout simplement. En France, j'ai l'impression, en ayant interrogé certains coachs qui ont officié à l'étranger, le rapport est un peu plus compliqué par rapport aux résultats. Et finalement, tu as aussi une usure qui peut s'installer. Et je pense que des fois, certains athlètes en espoir, par exemple, ils quittent le milieu de la compétition aussi tout simplement parce qu'ils sont usés physiquement et mentalement aussi, hein, bien sûr. Mais cette usure, on sait qu'elle, finalement, elle va être très liée au psychologique. En tout cas, le psychologique va être très lié à l'usure physique. Donc, en fait, on a parlé de l'entraînement physique, on a parlé de l'entraînement psychologique ou de l'approche psychologique. Finalement, tout ça est très lié. On peut avoir tout simplement des gens qui psychologiquement ne sont pas bien parce que physiquement, finalement, le corps ne répond plus comme il devrait. Et donc, il faut toujours regarder l'athlète comme un ensemble et se dire, voilà, il y a le physique, le psychologique, il y a d'autres choses aussi. Mais finalement, tout ça, c'est aussi intimement lié. Est-ce qu'on n'a pas un mot de la fin là? Ah, ça peut être, c'est vrai, là, je pense que ça peut être pas mal de terminer là-dessus, effectivement, de Je pense penser que, on a bien résumé au final ta philosophie d'entraînement, de comment tu vois l'entraînement. Je pense que c'est cohérent, non? ouais, je pense que c'est cohérent. Moi, je rappellerai donc un peu, peut-être, quelques principes, hein, donc les bases, très important, faire des choses simples et puis être drivé par une motivation profonde, intrinsèque. Je pense que là, on est pas mal. Eh ben écoute Rémi, merci. Très bien, bah, merci à toi. Impeccable.